Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, un retour sur l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 8 février. Saint-Quentin-en-Yvelines s'engage pour la cybersécurité. Le PACLIDO, un projet de recherche collaboratif avec Airbus Cybersécurité. Le but, intégrer des fonctionnalités de sécurité dans des objets sans compromettre leur performance. Les jeunes générations, mouvement lancé par Benoît Hamon, ont commencé leur tour de France. Ils vont notamment à la rencontre des services publics. Tristan Péglion, le coordinateur du mouvement en Yvelines, sera notre invité. Grand débat, retour sur la grève nationale ou encore interrogation autour du financement du mariage de Carlos Ghosn, ex-PDG de l'entreprise Renault. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Permettre de sécuriser l'Internet des objets. Un accord a été signé ce jeudi 7 février entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Airbus Cybersécurité pour un projet collaboratif intitulé PACLIDO qui signifie protocole et algorithme cryptographique léger pour l'Internet des objets. Le but, tester des solutions dans le cadre de la cybersécurité avec plusieurs acteurs universitaires et économiques. Le reportage de Nicolas Dandry. Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire d'expérimentation pour la cybersécurité dans le cadre du PACLIDO, un projet de recherche collaboratif coordonné par Airbus Sécurité avec des centres de recherche et des entreprises. C'est un pacte entre une des plus grosses entreprises françaises qui doit faire face à la montée de ce marché après le numérique. Ben oui, on s'aperçoit qu'il faut protéger le numérique. Donc c'est la cybersécurité. Et donc ce marché est en train d'exploser. Objectif du PACLIDO, protéger les données des objets connectés à travers des systèmes d'algorithmes et de protocoles cryptographiques. En clair, éviter le piratage ou l'espionnage numérique. L'expérimentation sur Saint-Quentin-en-Yvelines s'appuiera sur le système de M2M, une start-up incubée. Elle développe pour l'agglomération un système intelligent destiné à l'éclairage public. Cette collaboration, elle est à la fois avec Saint-Quentin sur un terrain d'expérimentation pour notre solution de gestion de l'éclairage public et également avec PACLIDO parce que nous sommes le support physique, expérimental de leur algorithme, l'algorithme qu'ils sont en train de créer et qui va d'ailleurs, comme ils l'ont expliqué, au-delà de l'algorithme, qui inclut de l'intelligence artificielle, du machine learning. Et donc ils vont implémenter tout ceci sur notre système et prouver par la testabilité que ça fonctionne. La cybersécurité, un enjeu de plus en plus important. 74% des PME françaises ont déjà subi des cyberattaques, un phénomène qui engendre 400 milliards d'euros de coûts moyens par an dans le monde. Génération Mouvement Politique, lancé le 1er juillet 2017 par Benoît Hamon, regroupe des dizaines de comités jeunes partout en France. Tristan Péglion, bonjour. Bonjour Manon Varaldo. Vous êtes le coordinateur du mouvement Jeune Génération des Yvelines. Quelle est cette jeunesse qui se cache derrière ce mouvement ? Eh bien, les Jeunes Générations, c'est l'organisation de jeunesse du mouvement Génération de Benoît Hamon. C'est un pôle au sein du mouvement qui est un cadre en fait pour les jeunes du mouvement supplémentaires au mouvement Génération. C'est un cadre qui a pour but de former les jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la politique, qui sont jeunes. Ce sont des jeunes qui nous on va chercher sur le terrain, qui n'ont pas forcément l'habitude de la politique, qui s'engagent souvent pour la première fois. Et donc le but, c'est aussi pour Génération que nous ayons des initiatives pour donner plus de dynamique à notre mouvement. Alors vous êtes étudiant en 3e année de licence d'histoire à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 2 ans, vous êtes militant au sein du mouvement des Jeunes Générations. Pourquoi ce choix ? Eh bien, tout simplement parce que au moment des élections présidentielles de 2017, moi j'ai vu le candidat Benoît Hamon qui portait des initiatives qui étaient pour le moins particulières à l'époque, qui étaient très innovantes. Effectivement, le revenu universel, la question de la transition écologique, de la baisse du temps de travail et de la transformation de la société vers une société du temps libéré, ce sont des sujets qui m'ont beaucoup intéressé à l'époque et du coup je me suis naturellement tourné vers Génération quand il a créé son mouvement. Alors, le président de la République a proposé le grand débat national consacré à 4 sujets, la fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et la citoyenneté. Ces 2 derniers thèmes vous tiennent à cœur au sein du mouvement des Jeunes Générations ?
Oui, bien sûr, mais toutefois on pourrait noter que si c'est un président jeune, la jeunesse n'a pas l'air de lui tenir plus à cœur que ça, parce qu'encore une fois, il élude la question de la jeunesse, alors que Louis Boyard, président de l'Union nationale lycéenne, a été blessé très récemment en manifestation par des tirs de LBD. Alors, la justice sociale, un des grands traits de caractère de votre mouvement Jeune Génération. Mardi, la CGT appelait à une grève nationale de 24 heures, suivie par d'autres syndicats et des Gilets jaunes. À cette occasion, le mouvement des Jeunes Générations des Yvelines, porté par Benoît Hamon, en a profité pour mettre en avant le service public. Vous êtes allé à la rencontre des cheminots en gare de Versailles-Chantier. Ils ont d'ailleurs plusieurs revendications. Reportage. Tristan, étudiant à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, milite depuis 2 ans au sein des Jeunes de Génération, mouvement créé par Benoît Hamon le 1er juillet 2017. Ce mardi 5 février, le parti lance sa journée de défense du service public. Ce Tour de France du service public, c'est de leur redonner la parole, leur redonner l'occasion de se mobiliser, leur donner l'occasion que tout le monde puisse connaître leur mot d'ordre et que nous puissions avec eux travailler sur de nouvelles alternatives à toutes ces questions-là, voir quels sont leurs besoins concrètement sur le terrain aujourd'hui. Le service public, aujourd'hui, c'est le pacte républicain, c'est le pacte social, c'est ce qui fait que nous sommes égaux en droit et dans les faits. En cette journée de grève nationale, il participe à l'Assemblée générale des cheminots dans les locaux de la CGT en gare de Versailles-Chantier. Tristan, des Jeunes Générations qui vient quand même souvent nous soutenir. Le but avec Génération, c'est qu'on vienne voir tous les acteurs du service public. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de mobilisation, c'est l'occasion pour nous aussi de participer à des actions locales. La CGT est à l'initiative de cette grève nationale de 24 heures, un mouvement pour réclamer une hausse des salaires et une meilleure justice fiscale. Des militants et des Gilets jaunes ont d'ailleurs bloqué le marché international de Rungis dès minuit. La mobilisation s'est achevée à 5 heures ce mardi matin. Oui, nous n'avons pas de doléances vis-à-vis du gouvernement, nous avons des revendications à porter à nos employeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui, en cessation du travail. On a de moins en moins de moyens pour faire les choses, qu'on transporte les gens dans des wagons à bestiaux qui sont mal entretenus, qu'il n'y a pas les moyens humains pour pouvoir assurer du service. Je me rends compte que parfois le chemin de fer fonctionnait mieux au 19e siècle parce qu'il y avait des gens. Nous réclamons les hausses de salaire et des pensions pour nos anciens aussi. Les Jeunes de Génération continuent leur tour de France dans les Yvelines. Ils se sont rendus dans l'après-midi à l'hôpital de Plaisir. Comme on l'a entendu en fin de sujet, vous êtes allé à la rencontre du personnel hospitalier de l'hôpital de Plaisir. Qu'a révélé cet échange ? Eh bien, tout simplement, à l'hôpital de Plaisir, on a rencontré des syndicalistes de la CGT, de Force ouvrière. On a échangé sur leurs conditions de travail aujourd'hui. Pendant 2 heures, effectivement, l'état de l'hôpital public, il est dramatique. On a rencontré des femmes qui ne se battaient plus pour avoir plus de salaire, pour des questions salariales, mais qui se battaient désormais pour avoir des conditions de travail décentes, pour pouvoir fournir un service qui ne soit plus inhumain comme il l'est aujourd'hui, comme elles nous l'ont dit dans leur témoignage. Et les cheminots ont les mêmes revendications ? Eh bien, les cheminots et du coup le personnel hospitalier ont des revendications qui sont communes, qui sont d'un côté une augmentation des salaires, mais aussi l'investissement dans le service public pour offrir à tous les usagers du service public un service de qualité, parce que on l'a dit, le service public, c'est aujourd'hui il est au cœur du pacte social de la République, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et donc leur objectif pour eux, c'est offrir à tous un service public de qualité, et donc c'est pour ça qu'ils se mobilisent au quotidien. Et ces rencontres locales font partie de votre Tour de France. Vous allez à la rencontre des citoyens. Quel est l'objectif ? De faire un constat ? L'idée avec ce Tour de France, c'est d'abord de faire un constat, mais ensuite d'en faire une analyse, de ce qui se passe aujourd'hui en France. On voit qu'il y a un peu partout des suppressions de postes, des investissements de la part de l'État. Emmanuel Macron l'a rappelé assez récemment. Son objectif, c'est quand même de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en France d'ici la fin de son quinquennat. Il a déjà commencé en 2018. Là, il a très récemment supprimé des postes dans l'enseignement secondaire. Pour nous, c'est très inquiétant parce que, comme on l'a dit, si demain il n'y a plus de service public, qui assurera l'éducation, le soin ou encore le transport des plus précaires, des plus pauvres ? Est-ce que l'objectif aussi, c'est pas de faire connaître votre mouvement au vu des européennes ?
Bien sûr, il y a ce côté-là d'aller à l'encontre des gens pour qu'ils nous connaissent, mais c'est vrai que quand on va rencontrer les travailleurs du service public, c'est généralement des gens qui nous connaissent déjà, parce que c'est forcément sur le terrain, nous les avons déjà soutenus sur le terrain, et ils nous connaissent, ils ont l'habitude de nous voir, et ils savent que on est de gauche, et voilà. Une écoute donc auprès des citoyens pour construire vos projets aux élections européennes. Justement, quelles sont les solutions que vous souhaitez apporter pour la France et pour l'Europe ? Eh bien, tout d'abord, en France, cesser avec cette politique de désinvestissement de l'État. On l'a dit, c'est très inquiétant. Pour la suite, c'est très dangereux. La mobilisation des Gilets jaunes, il y a une étude qui a été faite. Elle est corrélée d'une certaine manière aux déserts médicaux qu'on voit un peu partout en France. C'est-à-dire qu'une carte de la mobilisation des Gilets jaunes, de la densité de la mobilisation des Gilets jaunes par rapport à la population, elle peut parfaitement s'aligner sur une carte du manque justement de services publics. Et donc c'est la preuve que le service public c'est le lien social de la République. Et nous voulons justement protéger les services publics, nous voulons réinvestir dedans. Donc on veut investir à hauteur de 2 milliards par an dans le service public de l'enseignement supérieur. Nous voulons engager plus d'infirmiers, plus de profs, redonner aux cheminots le statut de cheminots qu'ils ont perdu l'an dernier. Et nous voulons, pourquoi pas, créer de nouvelles missions pour le service public, comme un service public du transport qui pourrait être gratuit pour tous. Et au vu des européennes, Benoît Hamon, votre chef du mouvement, a déclaré « La liste que je porterai aux européennes sera la seule liste de gauche ». Si vous êtes la seule liste de gauche, où se situe le PS et la France insoumise pour vous ? Eh bien justement, ce matin, Benoît Hamon était sur RTL et a justement déclaré qu'il ouvrait la campagne des européennes. Dans le but de cette campagne, il ouvrait une votation citoyenne dans laquelle il invitait tous les partis qui se revendiquent de gauche, qui se revendiquent de la social-démocratie, de l'écologie politique, à participer à cette votation. Le but, c'est d'avoir un vote préférentiel sur plusieurs listes et créer une sorte de primaire 2.0 qui aurait pour but de rapprocher ces partis en vue de cette élection, parce que nous voulons, si nous voulons porter la seule liste de gauche, c'est parce que nous voulons avant tout l'union. L'union, donc une union, moins de désunion. Moins de désunion, exactement. Permettre à tous les Français de débattre de questions essentielles, c'est l'objectif du grand débat national. Dimanche, il était organisé à Trappes par la députée Nadia Hay, avec la présence de Jeannine Marie, première adjointe au maire de Trappes, et Guy Malandin, le maire de la ville. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a fait le déplacement. Ce débat mené par les citoyens a abordé plusieurs thématiques. Reportage. C'est l'une des réponses du gouvernement à la crise des Gilets jaunes, engager le grand débat national. La mise en place d'une grande concertation de terrain a commencé à Trappes. Derrière cette initiative, la députée Nadia Hay. Ce que j'attends en fait de cette journée, c'est que la parole soit vraiment la plus libre possible, que personne ne s'auto-censure. Un débat sous forme de petites tables rondes par thématique avec à chaque pôle un rapporteur général. Pouvoir d'achat, fiscalité, les discussions étaient bien nourries. Si l'État mettait le doigt sur cette fiscalité, l'exil fiscal qui nous coûte 80 milliards par an, je pense que la France irait beaucoup mieux. Les représentants des associations de Trappes ont également soumis leurs idées. On voudrait que l'État reprenne la gestion des bailleurs, c'est-à-dire en profondeur, c'est-à-dire de ce qu'ils font de l'argent. Les participants ne venaient pas tous de Trappes, à l'image de cet habitant militant pour une meilleure fiscalité. Et avant de faire une réforme fiscale, il faut commencer par produire des richesses. Moi, l'exemple que j'ai pris, ils vont distribuer les pommes, il faut d'abord produire les pommes. Certains citoyens en ont profité pour interpeller la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Souvent, on a un traitement, par exemple, pour 4 jours ou 5 jours, et on nous donne une boîte qui va durer le traitement sur 60 jours. Sur les traitements courts, on est en train de travailler sur la dispensation pilule par pilule. Les élus locaux étaient également présents pour ce grand débat. Il y a des décisions de fond à prendre dans la solidarité, l'égalité, un certain nombre d'éléments administratifs qui sont superflus. On peut moderniser la France et elle en est capable et elle en a besoin.
2 heures d'échange qui ont permis aux élus, députés et à la ministre de se rendre compte de la situation sur le terrain. Entre tout ce qui est fait au niveau d'un gouvernement et la façon dont ça se concrétise dans le quotidien des gens, eh bien, il y a un énorme écart. C'est peut-être la leçon qu'on va tirer, c'est qu'on doit se parler plus fréquemment en direct. Tous les citoyens attendent à présent la fin de ce grand débat national pour voir sa finalité et les décisions politiques qui seront prises. Tristan Péglion, je le rappelle, vous êtes le coordinateur des jeunes générations des Yvelines. Pensez-vous que les banlieues sont oubliées dans ce grand débat ? Eh bien, on peut voir que les banlieues ne sont pas assez prises en compte aujourd'hui. Effectivement, c'est dommage, c'est au même titre que la jeunesse. Elles ont très peu la parole et nous on pense qu'au contraire il faudrait les impliquer un peu plus dans ce grand débat, notamment les Yvelines sont un département surtout banlieusard et donc nous pensons que nous avons droit à la parole et qu'il faudrait les impliquer un peu plus. Justement, lundi, le président de la République s'est rendu à Évry-Courcouronnes en Essonne. Pour la première fois, il se déplace en banlieue parisienne. L'échange a été exclusivement dédié au quartier. Un reportage de nos confrères de Via Grand Paris. Pour son premier débat national en Île-de-France, le président de la République a choisi la ville d'Évry-Courcouronnes. Cette fois, l'échange a été exclusivement dédié au quartier. Très vite, le ton est donné avec le maire de Grigny, encore frustré de la récente conclusion du gouvernement vis-à-vis du rapport Borloo, qui faisait le diagnostic des mesures à prendre dans les quartiers sensibles. Il vient de sortir, ça s'appelle les abandonnés. Les questions se multiplient, les constats aussi. Comment faire pour renforcer le tissu associatif ? Comment améliorer les conditions d'éducation dans les quartiers sensibles ? Pour les invités, parmi eux élus, représentants d'associations, parlementaires ou encore habitants, le constat est quasi unanime. Le discours d'Emmanuel Macron est intéressant, mais ce sont désormais les actes qui sont attendus. Il faut passer à l'acte aujourd'hui. Le diagnostic, il est partagé. Dans mon intervention, mais ça a été repris et tout le monde est d'accord. Le président de la République, il y a rupture d'égalité républicaine. Il faut refaire de l'égalité dans nos quartiers. Il est capable de dire plein de choses. Maintenant, il faut savoir ce que ça va donner dans les actes. C'est ça l'important. Même constat du côté des associations qui se plaignent d'une procédure administrative trop complexe et pas adaptée à la réalité du terrain. Ces quartiers-là restent des quartiers qui sont toujours en marche, donc qui se sentent toujours un peu à l'écart des problèmes qui concernent les Français. C'était la première fois que les quartiers faisaient l'objet d'échanges depuis le début du grand débat national. En 2015, l'INSEE recensait 26,7% de personnes vivant avec moins de 1 000 € par mois dans la seule commune d'Évry. Carlos Ghosn aurait-il profité pour son bénéfice personnel d'un contrat de mécénat entre Renault et Versailles ? Est-ce un abus de bien social ? Le groupe automobile s'interroge sur le financement du mariage de son ex-PDG célébré le 8 octobre 2016 sur le site yvelinois. Le château de Versailles aurait enregistré pour les festivités la location du Grand Trianon comme contrepartie d'un contrat de mécénat signé avec Renault en juin 2016. Une prestation de 50 000 € pour un événement privé et sans aucun lien direct avec ce mécénat. Le groupe aux losanges a annoncé qu'il le signalait à la justice. De son côté, le château de Versailles précise dans un communiqué que Renault, comme le prévoit la loi sur le mécénat, a le droit à des contreparties à hauteur de 25%. C'est à ce titre que le groupe a demandé une mise à disposition du Grand Trianon pour un dîner le 8 octobre 2016. Si ni Carlos Ghosn ni son mariage ne sont cités dans le communiqué, Carlos Ghosn est prêt à rembourser les 50 000 € dont il a bénéficié pour l'organisation de son mariage au château de Versailles le 8 octobre 2016, a précisé ce vendredi son avocat Jean-Yves Le Borgne. Carlos Ghosn est pour rappel incarcéré depuis le mois de novembre au Japon, notamment pour abus de confiance. Comme chaque vendredi, nous ouvrons nos archives de TV78 pour notre séquence « Ça s'est passé ». Et le 11 octobre 2016, nous vous annoncions l'arrivée de Renault parmi les mécènes du château de Versailles. Un reportage qui prend une toute autre tournure avec ses interrogations autour de la location du célèbre site pour le mariage de Carlos Ghosn.
C'est une première pour le groupe automobile aux Losanges. Son président-directeur général en a lui-même fait l'annonce hier. Le constructeur français s'associe au château de Versailles et devient mécène. Catherine Pégard et Olivier Josse sont venus vers nous pour nous parler de cette restauration du Salon de la Paix. Et nous en avons parlé avec notre président, avec M. Ghosn, qui a trouvé que c'était une excellente idée parce que Renault et le château de Versailles font partie de l'inconscient collectif des Français. On a voulu aller au-delà d'un simple partenariat, mais on a sollicité donc Renault pour un soutien plus important et un vrai mécénat autour de ce Salon de la Paix. Et je crois que Carlos Ghosn a voulu cette association avec le château de Versailles, puisqu'au fond, c'est parler de la création, c'est parler de l'art de vivre à la française, c'est parler des talents français. Derrière cette œuvre d'Olafur Eliasson, tout au bout de la Galerie des Glaces, se cache le Salon de la Paix, une réalisation de Jules Ardouin-Mansart et Charles Lebrun. Sa dernière restauration date des années 1950. On va nettoyer les marbres, on va nettoyer les bronzes, on va nettoyer les stucs dorés et puis on va bien entendu restaurer les peintures. La restauration des peintures a fait l'objet déjà d'analyses très poussées et nous savons que sous les repeints du XXe siècle et du XIXe, on a à peu près 80% de l'original de Lebrun et que cet original de Lebrun va donc, nous allons essayer de le remettre à jour. C'est une restauration conservation, il ne s'agit absolument pas de reconstituer, de recréer, mais de retrouver, d'être au plus près de l'original. Le groupe automobile n'a pas souhaité communiquer sur le montant de ce mécénat. Le mécénat qui permet aussi de bénéficier de réductions fiscales pour les entreprises. Les travaux débuteront au cours de l'année 2017 et dureront 18 mois. Avis aux lycéens de terminale, vous allez peut-être profiter de ce week-end pour formuler vos vœux sur le site Parcoursup. Il vous reste un peu plus d'un mois pour le faire. Sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines, les choix de formation et d'établissement pour les études supérieures ne manquent pas. Tour d'horizon avec Aurélie Ronze. 20 000 étudiants répartis sur 5 campus yvelinois. L'UVSQ propose plus de 200 formations diplômantes du DUT au doctorat. Elle apparaît dans plusieurs classements internationaux parmi les plus prestigieux, Shanghai ou encore celui du Times Higher Education. Saint-Quentin-en-Yvelines accueille également sur son territoire de nombreux établissements pour des formations plus spécialisées. La filière du transport est représentée avec l'ESTACA. L'école, basée à Montigny-le-Bretonneux, propose des formations d'ingénieurs en 5 ans après le bac. Là, on est dans l'une des phases clés de la vente d'une voiture, c'est la reprise. L'automobile a depuis la rentrée 2018 son propre campus à Guyancourt. 500 jeunes se forment dans le commerce, mais aussi la maintenance, auto, moto et vélo. Pour celles et ceux qui souhaitent opter pour les métiers de bouche, le lycée d'hôtellerie et de tourisme est implanté à Guyancourt. À Plaisir, l'école Le Nôtre permet également de se former aux métiers de cuisine ou de pâtissier. Son spectacle, Images, le premier campus audiovisuel européen se trouve à Saint-Quentin-en-Yvelines, plus précisément à Élancourt. Avec plus de 12 000 m² d'infrastructures, 3IS reçoit près de 900 étudiants chaque année. Enfin, devenir développeur web, community manager ou analyste en cybersécurité en quelques mois seulement. En 2018, l'agglomération a lancé son label École du numérique. 7 organismes labellisés proposent une quinzaine de formations. Objectif, répondre aux besoins des entreprises saint-quentinoises. Après plusieurs mois de travaux, la ludothèque de Montigny-le-Bretonneux reprend du service. Un espace plus grand et une nouvelle salle dédiée aux enfants de 6 mois à 3 ans. Nous avons découvert ces nouvelles couleurs lors de son inauguration mercredi 6 février. Regardez. Avec de nouveaux jeux et de nouveaux espaces, la ludothèque Jeux-tu-île de Montigny-le-Bretonneux reprend du service pour les enfants. Ce qu'on a souhaité avec cet espace tel qu'on l'a réaménagé, c'est favoriser la relation parent-enfant pour que les parents jouent vraiment avec leurs enfants et non pas uniquement un endroit où les enfants se débrouilleraient. Donc ça, c'est vraiment la partie nouveauté de cette année. Laissez avec l'autre, laissez avec l'autre, laissez avec celle-là. Ah oui, ils aiment beaucoup parce qu'il y a plein de jeux à disposition, du coup, il y a plus de jeux qu'à la maison. Donc ça leur plaît. En plus de cet espace éveil pour les 6 mois à 3 ans, la ludothèque bénéficie d'une grande salle supplémentaire pour favoriser de nouvelles animations, comme des ateliers d'initiation à la robotique.
J'ai fait un circuit pour un petit robot qui va suivre le circuit et il y a des codes de couleurs. Il fallait rénover cette ludothèque tout simplement parce que c'est un équipement qui avait 30 ans. Donc au bout de 30 ans, d'une part l'équipement avait beaucoup vieilli et puis de l'autre les besoins ont aussi évolué. L'accès est libre du mardi au samedi pour les adhérents, ils peuvent même emprunter des jeux pour 1 €. Merci Tristan Péglion d'avoir été avec nous. Merci à vous Manon Varaldo. Je le rappelle, vous êtes le coordinateur du mouvement des jeunes générations en Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Passez un excellent week-end. Retour de l'information lundi dans le 7-8 journal dès 18h.